Je remercie Patrick d'avoir accepté la proposition de venir se joindre à nous pour la gestion, voir de quelle manière qu'on peut collaborer à améliorer le bas de la ligne à chaque estimé. C'est un enjeu majeur. Puis chaque carrossier, souvent, a sa recette à lui qui est magique, qui fonctionne bien. Mais quand on l'échange d'un à l'autre, ben, on aide ou on fait grandir l'industrie pour aller chercher à chacun des trucs qui sont euh, qui font la différence, en fait. Tu sais, je mentionnais tantôt à Patrick que depuis plusieurs années, on s'est fait marteler là, que le coût moyen, il faut faire attention au coût moyen, puis il est élevé, puis on regarde même dernièrement, le coût moyen a explosé. Là, puis ça, c'est un langage de discours des assureurs. Tu sais, puis je comprends un peu nos inquiétudes là ça. Par contre, nous, c'est nos ventes. Puis il faut les conserver, ces ventes-là, puis à chaque dossier, il faut faire de l'argent. Donc, c'est un peu dans cette optique-là là, que j'avais invité Patrick à se joindre pour une première rencontre, faire un premier portrait, où est-ce qu'on peut avoir des gains, puis de quelle façon s'informer, parce que tout ce qu'on peut comptabiliser, on peut l'améliorer. Hein, quand on regarde les chiffres, mais c'est là qu'on voit tout ce qu'on peut améliorer. Donc, Patrick, je te laisse la parole, je te laisse le soin de te présenter. Puis, on te laisse 45 minutes là, pour présenter ce que tu as à nous dire. Merci. Parfait, merci. C'est un gros merci, Luc, de l'opportunité. Bonjour tout le monde, Crime. Je suis, encore une fois, là, je vais me répéter, mais je voulais juste donner un gros merci de l'opportunité à Luc et puis à Evelyne de m'avoir contacté pour parler d'outils de gestion. Puis juste pour vous placer sur comment c'est arrivé, en fait, là, j'étais en train de livrer un groupe performance en gestion de carrosserie dans les provinces maritimes. Puis j'ai reçu un appel de Luc me demandant tenterais-tu durant un lunch, conférence, discussion, formation, pratique gagnante de traiter de carrosserie? Puis j'ai dit, Crime, oui, c'est une super bonne idée. Puis encore une fois, je remercie à toute l'audience d'avoir pris ce beau moment extérieur de l'heure du dîner pour venir m'écouter parler. Fait que tout ça, en fait, là, ça a commencé, comme je l'ai mentionné, là, avec un téléphone de Luc qui m'a posé la question si j'avais envie de traiter de carrosserie. Puis je trouvais que c'était une belle plateforme en fait, de pratiquement de dévoiler la bonne nouvelle. Je vais me présenter aussi parce que sûrement que ce n'est pas tout le monde qui me connaisse. Là. Moi, je connais mon environnement, je connais ma clientèle, mais généralement, j'arrive après comme valeur ajoutée chez la clientèle. Là. Puis je vais essayer de me présenter de façon un petit peu différente, considérant que c'est un menu de discussion. Puis je vais mettre la table avant ça. T'sais, à tout moment, n'hésitez pas à placer un message chat. Ça se peut que je ne le capture pas tout de suite, mais il y a quelqu'un qui va m'aider. Ou n'hésitez pas à me couper la parole au fur et à mesure de la discussion. Ça ne me dérange pas. Ça ne me fera pas sortir de mon filon de production. Je suis habitué de faire ce genre de rencontre-là. Fait que gênez-vous pas. Si vous avez des interrogations à tout moment. Puis à la fin de la réunion, en fait, ce n'est pas vraiment une promotion pour la compagnie pour laquelle je travaille, mais c'est beaucoup plus pour vous présenter c'est quoi l'offre. Comment on approche la situation de la carrosserie? C'est quoi les petits trucs dans votre opération journalière qui sont susceptibles de vous aider? De mon côté, mon objectif, c'est vraiment de travailler avec vous autres. Puis, qu'est-ce que je fais dans la carrosserie? Moi, j'arrive un peu de l'extérieur. J'arrive après, mon rôle, c'est de voir les opérations de production un peu décoller des opérations journalières. T'sais, tous les ateliers sont pris dans leur quotidien, puis combien de fois qu'on entend « Ah oui, on a une problématique avec les pièces. Mais moi, mon opération, je dis là-dessus, c'est quand même positif, là, mais c'est de dire c'est parfait les pièces, est-ce que vous les contrôlez? La réponse, c'est non. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Ça veut dire que est-ce qu'on peut figurer les éléments sur lesquels vous contrôlez pour vous améliorer? Je donne un exemple. T'sais, on parle des pièces, que souvent, il y a des BO. Puis avant, on commandait des pièces la veille. Là, si vous commandez les pièces la veille, ça se peut que vous ayez des surprises. Mais il faut reviser puis il faut tenter de revoir le plus possible nos opérations de production. Fait que tout ça étant dit, là, je fais une grosse introduction, là, mais mon nom, c'est Patrick Piché, je suis consultant en service pour la compagnie de peinture ExxonMobil. Puis, quand je vous ai dit que je ne parlerai pas
de peinture. Je vous confirme, ça va faire bientôt 15 ans que je travaille pour cette compagnie-là. Une compagnie de couleurs en peinture, puis moi, je suis daltonien, puis j'ai jamais touché un gun à peinture de ma vie. J'ai plutôt de l'expérience de laboratoire fermé. Fait que j'avais besoin d'air. Disons qu'à cette époque-là, je suis sorti de l'industrie. Puis, pour rentrer dans l'automobile, fait que ça veut dire que c'est toujours possible d'arriver de l'extérieur. Juste pour vous parler un peu du sujet de façon différente, sans avoir trop de slides, parce que j'ai quelques PowerPoint à vous partager, là, mais je vais vous le conter un peu sous une forme d'histoire, puis là-dessus, je vais vous faire des liens avec les opérations de production puis les modèles de gestion en carrosserie. Moi, la première fois que je suis rentré en carrosserie, là, vous allez peut-être vous voir dans cet exemple-là, là, mais ça faisait 2 semaines que j'étais rentré pour Action Nobel, puis je suis rentré dans un atelier de carrosserie à Terre-Neuve. Ça va être de Newfie, mais ils ont de la carrosserie pareil. Puis toute ça, cette histoire-là là-dedans, c'est que quand je suis arrivé dans l'atelier de carrosserie, je me suis adressé à la base au départ du processus de production, c'est-à-dire au bureau. Puis le message d'eux autres, c'était vraiment de me dire, Pat, il faut absolument que tu travailles une chose, on veut tenter de se sortir de la folie des lundis puis la folie des vendredis. OK. Déjà là, je prends connaissance de ça. Puis je regarde le rythme des productions puis de la gestion, comment les entrées en production sont préparées. Ils ne sont pas vraiment préparés, ils sont plutôt là, j'ai un calendrier papier que je lève puis je prends des rendez-vous à main. Tu sais, des objectifs puis des capacités, là, on est loin d'être là. Et en parallèle à ça, j'ai des clients, par exemple, qui se sont présentés avec leur véhicule, avec un rendez-vous de réparation pour le lundi. On est mercredi après-midi, le véhicule n'a pas bougé. Donc, mon message, c'est de dire, c'est pas que vous n'êtes pas productif, mais comment ça se fait que tu as rentré ton véhicule 2 jours avant dans ta cédule puis que tu n'y touches pas? Il y a peut-être de quoi à faire. C'est un peu là-dedans que je suis rentré dans la carrosserie. Puis par la suite, je suis passé en arrière. Et pourquoi que je suis passé en production, là? C'est parmi les entreprises que je connais et que j'ai eu l'occasion de visiter le milieu de la carrosserie, là, où le succès d'un atelier de carrosserie est souvent relié à la transition de l'information et à la communication entre ce que le bureau mentionne et le plancher de travail. Mais souvent, ce lien-là, il est brisé. Moi, je vais dans cet atelier-là sur le plancher de production par la suite, puis je vais vous donner un exemple. Je rentre sur le plancher, puis eux, c'est des travailleurs autonomes au niveau de la carrosserie. C'est des employés salariés du côté de la peinture. Puis on a une cédule un peu tout croche pour les entrer en production. Pensez-vous que l'atmosphère de travail est super saine? Fait que ça nous amène à créer plein de chamboulements là-dedans. Il n'y a pas personne qui sait nécessairement leur description de tâches. Il n'y a pas nécessairement personne qui travaille de la même façon, mais c'est tous du monde avec de la bonne volonté puis du monde d'expérience. J'ai dit là, si demain matin, on est pris pour transformer chacune de ces opérations-là, là, on n'a pas fini. Puis on ne peut pas s'imaginer qu'on va avancer. Fait que moi, qu'on est tenté de faire, c'est quoi la première chose qui aurait un impact positif? La première chose, c'est de fixer un objectif et être capable de le partager avec l'équipe de travail. Je vais voir en avant, j'ai dit, c'est quoi ton objectif quand tu fais ta cédule? Ta cédule, c'est premier rendez-vous arrivé, premier rendez-vous pris. Ouf. J'ai dit, on va dégrossir la problématique, c'est-tu possible? On va séparer les formats de job. On va prendre des 0-10 heures, 10-20 heures, 20 heures et plus, puis on va avoir l'occasion de le voir dans le modèle qui va suivre. On va travailler le bureau en avant, les entrées. Comment on les a placés à l'entrée pour favoriser un flux continu de la production? Éviter le fameux modèle qui dit, nous autres, une grosse job, on rentre ça quand? C'est le lundi. Ça, là, c'est la pire erreur que vous ne pouvez pas faire. Puis je vais avoir l'occasion de m'expliquer un peu plus dans les 15-20 prochaines minutes qui vont suivre. Je parle de ça, en fait, là, puis je parle de cette histoire-là parce que vous vous reconnaissez peut-être dans ce modèle-là. Tu sais, là, j'ai parlé de bureaux en avant qui sont un petit peu isolés. Ils n'ont aucune idée de l'impact sur la production de leur cédule. Je leur parle de capacité, ils sont souvent un peu perdus. C'est là-dessus souvent que je veux travailler avec les ateliers de carrosserie. Démarrons sur ce qui va avoir le plus d'impact. OK, la cédule, comment on a pris nos rendez-vous? Premier thème. Deuxième thème,
qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact? C'est la façon dont vous transportez l'information sur le plancher de production. Moi, aujourd'hui, puis j'espère que ça n'aura pas l'air d'une critique, ça ne l'est pas. Mais moi, là, j'ai des gérants de production qui, à chaque fois que le véhicule il change de productif, ils vont aller reviser l'estimer avec le productif en question. Hey! Ça fait des grosses journées. Puis tout d'un coup, tu l'oublies. Comment on peut s'assurer au départ là, que nos travaux sont bien planifiés pour éviter d'avoir à faire cette botte-là? Tu sais, les techniciens sont aujourd'hui certifiés, ils ont des formations en carrosserie, ça fait 15 ans qu'ils font ça. Si on ne sait pas comment aller estimer, on va le montrer. Mais il y a des éléments qui vont vous aider dans votre flux de production. On va planifier la cédule, on va planifier notre capacité au début du cycle, avant tout. On va calculer notre capacité, puis on va voir comment. Une fois qu'on va calculer notre capacité, qu'est-ce qu'on veut rajouter par après? Notre démontage. Est-ce qu'on exécute un démontage? Et jusqu'à quel point qu'on l'a démonté? Trop souvent, j'entends, ah, moi, je n'ai pas le temps de le démonter. Ah non. Tu as le temps de te rendre compte, par exemple, quand il va rentrer en production, que ta pièce BO que tu as commandée, c'était pas bonne. Mais non. Non, non, non. On va perdre notre temps à le démonter au début du cycle de production, puis on va le regagner par après. Tu sais, je dis tout le temps à la blague, là, on veut se rapprocher le plus possible du monde de licorne qui ressemble à celui-ci. C'est, imaginez-vous demain matin que vos techniciens, 100% d'eux, n'ont pas besoin de bouger de leur stall de travail, puis que leur chariot de pièces avec les bonnes pièces vérifiées leur sont livrés dans leur stall. Et ce même technicien-là, là, il passe d'un atelier désorganisé de 125% de productivité à tout d'un coup 175. On n'a pas changé le tech. On lui a fait faire des opérations productives plutôt que des opérations non productives. Fait que ça, là, c'est vraiment, vraiment super important. Pourquoi qu'on ne démonte pas plus? Je n'ai pas le temps de démonter. Hey, je ne sais pas si vous l'avez vu, là, mais je vais prendre un exemple. Faites juste regarder la vaisselle qui est en arrière d'un bumper de BMW X1 aujourd'hui. Vous êtes tout aussi bien de le démonter. Parce que ça se peut que vous allez avoir des surprises à plus ou moins long terme. L'idée, là, c'est de capturer les dommages suite au départ le plus possible. C'est pas obligé d'être juste une personne. L'autre item qui est susceptible vraiment de vous aider, c'est d'avoir plus qu'une personne qui passe sur l'estimé. Puis pour certains d'entre vous, vous étiez présents au début, mais je donne un exemple. Nous, ce qu'on exécute chez nous, on exécute des exercices en estimation qui sont tous simples. J'envoie des photos d'un dommage moyen. Les gens me retournent avec un certain taux horaire, leur estimé qu'ils ont monté dans Audatex ou Metro. Ce n'est pas vraiment important. Puis on a une discussion sur la façon que c'est fait. Puis j'ai des variations là, assez phénoménales au niveau des temps et au niveau des estimés. Ça me surprend tout le temps. Mais en parallèle à ça, ceux qui ont des très bons estimés, ce n'est pas nécessairement ceux qui ont le plus d'expérience. Puis je trouve toujours ça curieux. Je ne suis pas un estimateur, je vous le dis, je suis un analyste. Je le vois en parallèle. Puis dans des cas comme ceux-là, souvent, par exemple, le commentaire que je pose, c'est Crime, j'ai des ateliers qui me retournent, l'estimé est bonne, mais je sais que cet estimateur-là, ça fait 6 semaines qu'il fait des estimés. Par pure curiosité, j'ai la question de poser comment on fait pour te cloner. Parce que je suis pas mal sûr qu'il y en aurait d'autres ateliers qui seraient intéressés à t'avoir, mais j'ai dit, c'est quoi ton approche, ta mentalité quand tu as fait de la carrosserie, puis quand tu es tombé en estimation pour produire ce genre d'estimé-là? Je disais ça à Luc tantôt, mais j'ai dit, t'as triché. Quelqu'un d'autre qui l'a fait. Il dit, ben non. Il dit, moi, je suis habitué de lire des schémas. Fait que ça, au niveau de commande de pièces, puis je viens d'un département de pièces, facile. Fait qu'il dit, mon approche a été, j'ai monté le corps de l'estimé comme tel. Je te lui ai posé la question, puis j'ai posé la question sur quel technicien qui serait le plus réceptif à avoir une révision générale de mon estimation. On me l'a pointé, voilà l'estimé. Ça a pris 5 minutes de plus. Il ne faut pas se gêner. De faire réviser son estimé, ce n'est pas un gage de manque d'expertise. C'est un gage d'ouverture. Vous pouvez que gagner du temps. D'avoir une vision interne, c'est ça que je fais avec les carrosseries de mon côté. C'est d'avoir une approche excellente. Il ne faut pas le prendre personnel, de se faire juger. C'est toujours bon.
dans des bonnes pratiques gagnantes en estimation qu'on va voir en général. Moi, j'ai vu des ateliers, par exemple, là, qui sortent des volumes de 6 à 700 000 par bourg, par exemple. Puis, je ne sais pas si pour vous autres, c'est beaucoup, mais moi, je considère que c'est des volumes assez phénoménaux. Dans ces ateliers-là, sur le plancher de production, un estimateur. Pas l'ail. J'ai dit, coudonc, il travaille du 90 heures, ce gars-là. Il dit, ben non, il dit, mon estimateur est à la maison. Il vient fermer ses dossiers le vendredi. Ça, je me suis retourné, je vais essayer d'observer cet exemple-là avec un regard progressif. J'aurais eu tendance à dire, il manque de viande. Non, il dit, mon approche a été la suivante. C'est deux très bons estimateurs dans leurs ateliers. D'accord. L'un qui habite à l'extérieur, assez loin. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer notre estimation? Si on a le choix d'un estimé tranquille à la maison avec des photos, ou option B, on a le choix, en même temps qu'on gère des clients et un département de pièces, à monter des estimés sur le coin d'une table. Je n'ai pas besoin de vous dire que la solution A est bien plus facile. C'est comme ça qu'ils sont organisés. Ils ont pris des photos, puis en fait, de l'autre côté, l'estimateur, il agit comme si c'était un peu quelqu'un à l'imagerie. Puis ils ont pris soin de se mesurer. Quel impact cela a eu après un trimestre, par exemple? L'impact que ça a eu, c'est qu'on a augmenté nos heures moyennes par dossier de 2,4 heures. Paf! Le fait qu'il soit à la maison, ça a eu du positif. Je ne vous dis pas que ça s'adresse à tout le monde. Je ne vous dis pas non plus que ça s'adresse à tous les estimateurs, mais il y a un potentiel de s'orienter de cette façon-là. Fait que j'ai parlé au début, là, on gère notre capacité, notre cédule de production. Je viens tout juste de parler de tenter de se donner un target, de se mesurer. Tu sais, par exemple, le taux de supplément. Les gens vont me dire, ah, moi, je n'ai pas le temps de faire réviser mes estimés. OK, qu'est-ce qu'il y a là, ton taux de supplément? Puis là, je ne parle pas des changements de prix, là, je parle des taux de supplément sur une pièce majeure, sur un non carrossable qui dort dans le cours depuis 3 mois. L'industrie, là, il est assez élevé. Moi, je vous dis, là, prenez plus de temps au départ des opérations de production que vous avez les contrôles. Mettez vos plus productifs puis vos veilleurs techniciens à cette étape-là. C'est ça qui va vous aider. Tu sais, moi, il y a des ateliers qui viennent me dire, mais je ne suis toujours bien pas pour mettre mon meilleur bodyman sur la machine à frame, puis je vais l'envoyer sur l'évaluation des dossiers au début. Bien, peut-être. C'est qui a le meilleur œil pour faire ça? Parce que sinon, si vous ne faites pas ça, c'est tannant pour tout le monde de générer des suppléments en bout de ligne. C'est tannant pour le carrossier. C'est tannant pour les partenaires. C'est tannant pour le client, pour les coups de téléphone, pour l'assureur, pour les techniciens. Il n'y a rien de plus plate pour un technicien qui monte un véhicule sur un lift, puis qui regarde, puis le rat support pas bon, on redescend ça. Puis après ça, on lui demande de travailler à 150 %. Il faut absolument s'organiser au départ du processus de production le plus possible pour créer un banc de renouveau, puis regrouper l'équipe. Ça, c'était un peu mon introduction. Si vous me permettez, là, je vais partager mon écran à l'instant. Je vais vous montrer quelques exemples d'outils de gestion qui pourraient probablement vous aider. Et en fait, là, ce que je veux vous amener, en fait, c'est que moi, j'ai divisé des outils de gestion de 3 façons. Comment on calcule la capacité? Quoi reconnaître au départ? Comment vous placez vos jobs? C'est ce que je constate dans l'industrie automobile, là, dans les derniers mois, ce qui s'est passé de façon vraiment importante, c'est que les cours des carrossiers sont remplis de non carrossables. Puis quand je parle de non carrossables, je parle de non carrossables de plus de 40 heures, 35 heures et plus. Puis là, les carrossiers se sont virés de bord à un moment donné, puis là, le printemps est arrivé, puis ils regardaient le cours, puis ils disent, moi, on va donner une go. Je suis écœuré de toutes les voir. On va donner une go, on va toutes les battre. Là, le téléphone qui suivait un mois après, c'est ah, c'est drôle, hein, mon brut a baissé. On dirait que mes employés sur la plancher de production sont insatisfaits parce qu'il y a des trous dans ma production. Je génère plus de temps non alloué. Non, non, non. Là, vous venez de mettre des branches dans l'équation. On calcule une capacité puis on a de la rigueur à la maintenir. Moi, j'ai des ateliers, par exemple, qui ont 2 débosseurs d'expérience qui sont capables de faire du frame, puis en parallèle à ça, je me reviens de côté, puis ils ont 60 non carrossables de plus de 40 heures dans leur cours. Ils disent, ça n'a pas d'allure, Pat, il faut tout que je les rentre. Pourquoi il faut tout que tu les rentres? Il faut tout que tu les rentres pour repousser ton client dans le futur. Mon exemple, c'est non, non.
Tu as une capacité, on va céduler en fonction de ta capacité, on en reste là. Fait que juste pour vous donner des petits indices, pour certains d'entre vous, je l'ai mentionné un peu par le passé, l'objectif de la discussion d'aujourd'hui, c'est un rafraîchissement sur l'industrie de la carrosserie. Pour certains d'entre vous, vous avez déjà vu ces posters-là. Je fais juste vous rassurer que ces posters-là ont été rafraîchis. Puis en bout de ligne, ce que ça dit, c'est qu'un atelier moyen, moi, je vais avoir des ateliers puis qui me disent, c'est un estimateur, il fait comment d'estimer dans une journée, puis il me dit, ah, au moins 7. Il court, il dit, c'est épouvantable. La réalité, là, il devrait en faire entre 3,5 et 4. Vous n'avez pas à rentrer plus estimé, vous avez juste à regarder, voir si on n'est pas en mesure de mieux documenter les estimés qu'on a déjà. Ralentir le procédé. C'est pour ça que ce que je mets à l'écran ici, c'est un estimé, c'est au moins 1h15. C'est d'informer le client au départ du processus de production. C'est fini le temps où j'arrive le lundi dans un atelier, puis j'ai un client qui se présente, qui a un rendez-vous d'estimation, puis qui dit, ça va être long l'estimer, j'ai mes enfants à les porter à la garderie. Ça, vous avez le contrôle. Comment vous avez fait? Est-ce que vous avez appliqué un standard pour la réception en avant sur comment vous avez communiqué aux clients les rendez-vous de production? Voici, madame, monsieur, vous avez réalisé un accident. Je vous rassure, les réparations vont être exécutées dans les normes du fabricant. Juste pour vous indiquer puis mettre la table au départ, sachez que l'estimation pour s'assurer de réparer le véhicule dans les normes, ça va prendre X nombre de temps. C'est vraiment important de faire ça. Puis avec la problématique de main-d'œuvre de plus en plus, c'est important de générer ce standard-là. Par la suite, j'ai appliqué à l'écran aussi le 2,3 millions par estimateur. C'est juste pour vous figurer, en gros, vous devriez produire combien de ventes avec les gens que vous avez en avant. Mais souvent, les gens portent plus qu'un chapeau. Puis j'ai écrit 4 estimés par jour, plus les non carrossables. C'est vraiment 4 estimés par jour en général à 4,2, mais incluant les non carrossables. Aujourd'hui, c'est de mettre l'effort sur les estimés, puis c'est fini le temps où on fait un estimé à 15 minutes, à moins que vous remplaciez un miroir qui est endommagé. Un des thèmes qui est aussi super important, c'est si c'est pensable, pensez comme si des suppléments, ce n'était pas possible. Puis l'autre élément qu'on voit à l'écran ici, c'est un technicien, ça vend combien? Un technicien, ça vend 490 jusqu'à 530 000 par tech. Évidemment, là, si vous n'avez pas des travailleurs autonomes, on parle ici là, de salariés qui travaillent environ 20 heures qui travaillent 40 heures par semaine, à quelques différences près. Fait que ça ne veut pas dire que si vous ne produisez pas ça, ils ne sont pas bons. Ça veut juste dire que ça, là, ça fait lever des chapeaux, ça fait lever des drapeaux qui nous dit quel genre de travaux que vous exécutez dans votre entreprise, puis quel genre d'éléments qui sont susceptibles de vous aider. Fait que si je regarde en bas, pour ceux qui me posaient la question, là, les règles qui sont importantes en carrosserie, vous ne mettez pas de 25 heures et plus en début de semaine. Pour aucune considération, essayez-les. Puis ce qui va être bien important de faire attention avec ça, c'est la gestion de vos courtoisies. Parce que si vous mettez des plus petits travaux en début de semaine, ça va vous prendre plus de courtoisie pour débuter la semaine. Par contre, je vous rassure, il devrait revenir plus vite. Fait que ça va tourner. L'autre élément aussi qui est particulièrement important puis qui est vraiment d'actualité puis qui est arrivé dans les derniers mois, là, il faut considérer vos travaux en haut de 35 heures, d'en mettre maximum 25 % dans votre load de cédule par semaine. Ce que ça veut dire, par exemple, c'est que si vous avez l'habitude de rentrer 10 véhicules par semaine, vous ne devriez pas en avoir plus que 2,5, puis représenté par vos techniciens qui sont capables de les faire, job de 35 heures et plus dans cette semaine-là. Ce que je constate dans le marché présentement, c'est que ça frôle les 40 à 50 %. Puis les gens me disent, mais ça n'a pas d'allure de les repousser pendant 5, 6, 7, 8, 10 semaines. Ça a de l'allure. Vous allez vous débalancer si vous ne faites pas ça. C'est vraiment super important. Essayez-les. Ça va mettre le sourire dans vos productifs. Je n'ai pas besoin de vous dire que dans vos ateliers, à moins que je me trompe, là, la difficulté, ce n'est pas de connaître la façon dont la production devrait se faire. La difficulté, c'est de gérer les gens qui la font. Fait que de se fixer des objectifs comme ça pourrait vous aider. Comment qu'on se fixe un objectif, là, puis qu'on calcule une capacité, on le calcule de la façon suivante. Je vais vous faire ça super facile.
C'est une première approche. On dit, moi, en carrosserie, j'ai 5 techniciens productifs. Ça veut dire que j'ai 3 bodymen, un préparateur, un peintre. Vous devriez, moi, je dis tout le temps, est-ce qu'un productif est capable d'atteindre 150 de productivité avec les bons outils? C'est réaliste. Tout le temps, non. Souvent. En général, c'est pensable. Fait qu'on dit 5 techniciens productifs qui travaillent, qui sont capables de vendre 12 heures par jour. Ben, ça fait 60 heures par jour de capacité pour cet atelier-là. Considérez que ce que vous allez céduler, vous allez retirer 25 à 30 de cette capacité-là. C'est les heures que vous allez céduler par jour. Ça veut dire que si vous avez établi que votre capacité, c'est 60 heures, vous allez céduler 42 heures et demie. On ne fait pas de chichi, mais on le mesure. Fait que ça vous donne un target. On dit aux gens en avant, « Hey, j'ai besoin de 45 heures de production aujourd'hui, puis j'ai besoin que tu me montres mon 45 heures en petit volume. » Parfait. C'est pour ça que j'ai marqué que c'est important de segmenter les véhicules qui sont ici. Le deuxième thème que j'ai mis, c'est comment vous communiquez cette information-là. Tu sais, souvent, là, on s'est créé un objectif, on a une production, on s'est entendu qu'on veut communiquer un target en heure. Tu sais, le rôle de la discussion qu'on a aujourd'hui, c'est comment générer un objectif en heure. Puis comment on la partage. On la partage à chaque cycle de cabine. Je dirais au moins 3 fois par jour. La difficulté de ça, c'est pas de le réaliser, le meeting. C'est d'avoir la discipline de le maintenir. Puis je vous rassure, tous ceux qui le font, ils me demandent aujourd'hui comment c'est qu'on ne faisait pas ça avant. On l'adresse de la façon suivante, le meeting. Il faut s'assurer d'être prêt avec des dossiers à travailler. Puis le meeting, en fait, il devrait être vu comme une mise à jour régulière de ce qui se passe sur le plancher de production en faisant confiance à notre équipe. À toutes les mêmes heures. On en a un, par exemple, au début de la journée, je ne sais pas, 7 heures, par exemple. Une après le break, une en mes-journées, on recommence le lendemain. On voit ça comme une mise à jour. Tu travailles sur quoi? Tu en as pour combien de temps? Puis tu en as pour combien de temps, ça peut paraître intimidant. Surtout avec l'émergence du travailleur étranger, ils vont toujours dire oui. C'est pas à leur désavantage que je dis ça. Ce que je dis ici, c'est que approcher, tu en as pour combien de temps sur est-ce que tu vas te rendre jusqu'au prochain meeting ou tu vas avoir besoin de moi avant? L'objectif, c'est de vous donner du temps, vous autres, comme gestionnaire, à générer ce meeting-là. On arrête tout le monde 2 minutes, au minimum 3 fois par jour. Puis je vous dis 2 minutes jusqu'à une shop de 20 techniciens, c'est pensable. Puis l'objectif, c'est de voir ça, c'est une mise à jour de nos opérations de production. Basé sur 3 critères. C'est pas du bashing. On est organisé, on a des pièces à donner, toute une équipe ensemble. Quand on parle de réunir l'équipe, ça, c'est une des bonnes méthodes. Oups, j'en ai sauté une. J'en ai-tu sauté une? Non, c'est bon. Dernier item, c'est de, puis je ne l'ai pas mis ici, c'est de mesurer vos. Après ça, on va parler d'objectifs en heure, mais un des items qui est vraiment important, c'est comment vous vous assurez que la cédule qu'on a parlé au début, qui est ici, comment vous vous assurez qu'elle est maintenue, puis qu'elle est fiable, puis qu'elle est valide, puis qu'elle fonctionne. T'sais, si vous avez des systèmes de gestion qui sont super fluides dans vos ateliers respectifs, je respecte ça, c'est tant mieux. Mais moi, je dis tout le temps, si on est capable de fonctionner avec une feuille de papier, puis que l'élément informatique nous enlève la feuille de papier, mais ça accomplit la même tâche, vous venez de gagner. Vous venez de faire un succès. Moi, je dis que c'est vraiment important de mesurer vos heures de cabine, ce qui rentre dans la cabine à tous les jours. Parce que vos heures de cabine, c'est-à-dire, vous écrivez, par exemple, dans la vie de la cabine lundi, je viens de rentrer à Bumper, je regarde mes heures de peinture. J'écris seulement mes heures de peinture au fur et à mesure, jour par jour. Pourquoi? Ben, c'est le bulletin de vos rendez-vous de production. Si vos rendez-vous de production sont tout croche, je peux vous garantir une chose, la peinture vont être débalancées. Si vos heures de peinture sont plus ou moins balancées dans la semaine, bien, ça veut juste dire que votre production a bien été. Dans un cas comme ça, on n'a pas besoin de se soucier du body. Si nos heures sont bien rentrées, nos heures sont bien produites par la peinture puis qu'on a les indiqués,
tout va bien se passer. Fait que là, ça fait un lien, ça boucle. On a parlé du bureau, on a parlé sur comment on gère la production, puis comment on donne un objectif et un target. Le dernier point que je veux toucher ce matin, c'est au niveau de la création des objectifs. Comment on se crée un objectif? Comment on génère un seuil de rentabilité? Tu sais, Pat, tu viens de parler de capacité. La capacité, c'est justement l'objectif. Mais il y a aussi moyen d'aller plus loin que ça et de dire, en carrosserie, là, on ne vend pas des milliers de choses. L'élément principal qui sert à générer du profit, on vend 4 départements, main-d'œuvre, pièces, matériel, sous-traitance, c'est la main-d'œuvre. Comment on fait pour créer un objectif de main-d'œuvre qui a un lien beaucoup plus avec les finances? On calcule votre seuil de rentabilité. Puis on dit le seuil de rentabilité qu'on a ici, et je vais vous parler du calcul dans quelques instants. Le seuil de rentabilité ici qu'on voit à l'écran, est-ce qu'il est lié avec ma gestion de ma capacité? Puis c'est possible de le ramener en heures. Le seuil de rentabilité, la façon qu'il se calcule, c'est tout simple. Vos dépenses. Puis vos dépenses, là, ça n'implique pas les salaires des productifs. C'est une dépense pure. Vos salariés, votre bâtisse, vos investissements, votre équipement, vos taxes. C'est une dépense. Puis le calcul, il est tout simple. On le divise par votre profit brut total en pourcentage, qui est sur les 4 départements qu'on a parlé tantôt. Ça veut dire que pour un concessionnaire, ça inclut aussi les pièces. Si on fait ce calcul-là, ça va vous donner un gros montant en dollars. Puis évidemment, vous ne voulez pas atteindre le seuil de rentabilité. Si vous êtes en business, c'est pour faire plus que le seuil de rentabilité. Je n'ai pas besoin de vous le cacher. Mais mon objectif ici, c'est vraiment qu'en bout de ligne, vous soyez capable d'arriver et de dire parfait. Moi, dans le mois, ce n'est pas 50 000 de main-d'œuvre qu'il faut que j'exécute. C'est, mettons, 1544 heures. Je vais aller ramener ça en heures par jour, puis je vais aller voir mon peintre, puis je vais dire peintre, pour être efficace, ça va te parler plus. J'ai besoin de 8 heures par cycle de cabine. Ah! On vient d'engager l'équipe parce qu'on a partagé une information d'objectif. Je vous le dis, je n'ai pas besoin de vous le cacher. La difficulté, ça va être quoi? Ça va être de le maintenir. Si vous réussissez à maintenir votre pitch meeting au moins un mois, vous ne voudrez pas vous en débarrasser. Ça, c'est des critères gagnants. Juste pour vous donner un indice, pour dégrossir les différents outils que je viens de parler ici. Puis, si vous en retirez juste un là-dedans, je suis vraiment content que vous ayez pris le temps d'écouter là-dessus. Souvent, on a parlé de mapping par le passé pour aider la communication avec le plancher. Puis les gens viennent me voir et qui me disent ah, Pat, j'ai pas le temps de faire ça, de tout réécrire l'estimé sur le véhicule, ça prend bien trop de temps, j'ai pas le temps. Ou bien ça tâche le véhicule. Moi, je veux dégrossir ce principe-là sur commencer sur quel véhicule, commencer sur les 20 à 30 heures. C'est sur ceux-là que vous avez le plus de potentiel. Puis voyez le mapping comme un outil pour éviter que le véhicule arrête en production. Concentrez-les sur 3 thèmes. Le premier, les dommages antérieurs. On va écrire DA en rouge, on ne le fait pas. DA en vert, on le fait. Facile. Ça évite que les travaux se fassent en réalité et que le client ne paye pas pour. Le deuxième, combien de fois que vous avez un peintre qui rouvre la valise du véhicule, puis ah, par là, on vient de le détaper, le char est peinturé. Ah, surprise, une moulure. Un cap à gaz. Et on est content. Est-ce qu'on dit au bas des mains, vous allez écrire la liste des pièces à peindre de l'estimé dans la vitre du véhicule. Vous ne serez pas obligé de parler au peintre. Puis en même temps, j'ai un petit secret pour vous autres. Ça va faire que le bas de main, il va lire son estimé. En tout cas, ça va aider. Le dernier thème, c'est les travaux de sous-traitance. Écrivez les travaux de sous-traitance dans la vitre du véhicule. Tu sais, combien de fois le véhicule est livré, tout est prêt? Ah, le mag. On vient de faire un côté de Dodge Ram roue double en arrière, blanc perle, il est super beau. Ah. Client appelé, ça vient de chercher, j'ai oublié le mag, il est sur le bord de la porte. C'est tous les travaux de sous-traitance que vous pouvez exécuter qui vont empêcher au véhicule d'avancer. On les écrit dans la vitre. Je voulais terminer sur une bonne note, mais si vous voulez avoir comme objectif de travailler sur vos équipes de travail puis les réunir, de se fixer des objectifs communs pour tout le monde, de travailler le démontage, puis d'évaluer votre capacité que vous allez céduler, là,
Mais je vous le dis tout de suite, c'est gage de succès dans vos ateliers. C'est ça qui va faire que vos équipes vont marcher, bien honnêtement. C'est ça qui rend le sourire. Tu sais, trop souvent, on dit en atelier, c'est pas le salaire qui fait une différence. Le salaire va en faire une, mais des équipes qui sont agréables à travailler, pour lesquelles le sourire est présent, c'est déjà ça de plus, puis c'est déjà gagnant dans vos ateliers de carrosserie. Sur ça, ben écoutez, je ne voulais pas vous prendre plus de temps dans vos carrosseries. J'espère que ça a répondu à vos attentes. Puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Là, comme j'ai dit, là, je suis toujours ouvert à ce bout-là. Merci, Patrick. Merci bien. Est-ce qu'il y a des questions? Des gens là, qui ont soit des commentaires sur le chat ou ouvrez vos micros, pas de souci. Allez. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Si ça vous prend plus de temps parce qu'il fait trop beau dehors, gênez-vous pas, mais mon information de communication va venir. Vous pouvez communiquer avec Luc. Il y a ça en main. Ça va me faire plaisir de vous aider. Puis là, on vient d'avoir un merci. C'est moi qui vous remercie de l'opportunité d'avoir la plateforme. Puis je vous souhaite une super journée. Bien, je remercie tout le monde d'être présent à la rencontre Zoom. Soyez prudents pour la Saint-Jean-Baptiste. Merci. Puis on va vous envoyer des dates aussi pour les prochaines rencontres là, à l'automne. On va reprendre ça avec les thèmes. On va avoir à chaque mois encore un Zoom rencontre. Là. Vous allez recevoir les invitations par Evelyne très prochainement. Merci beaucoup. À la prochaine.